Bonsoir, bienvenue. Donc merci d'être là une nouvelle fois dans l'auditorium Germaine Tillon du MUSEM. Donc nous continuons notre voyage, notre périple à la recherche du bonheur après une très belle soirée mercredi, il y a 2 jours à peine, avec Edgar Morin qui nous a donné, pour ceux qui étaient là, une très très belle leçon de vie. D'autres choses ce soir, je ne sais pas si nous aurons des leçons, mais nous avons un autre invité et je le remercie beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre, c'est Gilles Clément. Donc ce soir, il s'agira du bonheur versus paysage ou versus jardin, puisque Gilles Clément est paysagiste ou jardinier. Et ce soir, il sera en conversation avec Anaïs Noyon, qui était là déjà mercredi, Clémence Condémy également, et les a rejoints depuis le mois d'octobre d'ailleurs, puisque c'est depuis octobre qu'elles travaillent ensemble, Ariane Extrémet. Donc je leur passe tout de suite la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Alors bonsoir, merci à tous d'être présents pour assister à cette conférence sur le bonheur. Merci à Gilles Clément qui est présent à nos côtés ce soir. Alors très brièvement, vous êtes ingénieur horticole, botaniste, paysagiste et jardinier. Vous développez une autre vision du jardin, réconciliant la nature avec les mains de l'homme qui la cultive. Votre pensée sur le vivant, vous l'avez transmise à l'école du paysage de Versailles, puis également au Collège de France en 2011-2012. Alors, Gilles Clément, vous aimez jardiner, enseigner, écrire, explorer le vivant. Et vous choisissez justement ce terme de jardinier, car pour vous, il est plus heureux. Alors, partons ensemble, si vous le voulez bien, à la recherche du bonheur dans vos et nos jardins. Et pour introduire cette rencontre, nous avons réalisé une vidéo qui retrace notre travail et la façon dont nous avons appréhendé votre pensée. Regardons-la ensemble. D'abord, sa vie, c'est jardiner, puis enseigner, écrire. Parmi ses nombreuses réalisations, on compte le parc André Citroën à Paris, le jardin du Quai Branly, le jardin de l'École normale supérieure de Lyon. De Gilles Clément, nous connaissions quelques idées. Il nous restait à le comprendre. Nous avons rencontré Stanislas au MUSEM. Proche collaborateur de Gilles Clément, il nous a éclairé sur la pensée de ce jardinier planétaire. Emballés par cette première découverte, nous ne pouvions pas repartir sans une visite du jardin des migrations avant de prendre la route vers le domaine du Rayol. Le jardin des Méditerranées, conçu par Gilles Clément, est l'une de ses plus belles réalisations. Nous avons voyagé à travers différents paysages culturels, de l'Australie à l'Amérique centrale, en passant par le Chili. Là, nous avons rencontré Olivier Arnaud, le directeur du domaine. Il nous a renseignés sur l'historique du site, ainsi que sur l'attachement du jardinier à son œuvre. D'ailleurs, nous avons cueilli une question pour vous, Gilles Clément. Gilles, bonjour. Alors, j'ai une question pour Gilles, j'ai une question pour toi. Moi, je suis convaincu que, puisqu'on parle de bonheur, que le bonheur, c'est forcément d'arriver à trouver le bon niveau de désordre dans nos manières de vivre avec les gens. Quand c'est trop désorganisé, je pense que ça se passe très mal. Quand c'est trop d'ordre, je pense que tu seras convaincu avec moi que ça se passe aussi très très mal. Et je trouve que peut-être le domaine du Rayol, il y a un très bon niveau de désordre et qui amène beaucoup d'harmonie. Alors, on va peut-être vous laisser répondre à cette question de votre collègue. C'est sympathique. Je ne sais pas si j'aurais basé les choses sur l'ordre et le désordre. Peut-être plus sur ce qui permet l'imprédictible, l'imprévisible, ce qui permet ce qui nous surprend. Et effectivement, on est plus surpris dans un espace qui a sa complexité, qui est peut-être apparemment en désordre. En fait, c'est juste une possibilité cet apparent désordre du jardin de faire vivre beaucoup de choses
qui ne pourraient pas vivre dans un espace contraint. Mais plus il y a ces êtres-là, qui sont des représentants de la diversité, plus il y a une possibilité d'être étonné. Et dans l'étonnement, enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez, mais dans l'étonnement, il y a un moment de bonheur, même s'il est très très court. Oui, c'était vraiment, quand on est allé au Rayol, cette curiosité à chaque moment. C'est vrai qu'on est arrivé là, on n'est pas des spécialistes des plantes, et il n'y avait pas vraiment d'écriteau. On nous disait perdez-vous. Et par exemple, Anaïs, elle était tout le temps en train de chercher le Chili, et on déambulait pour trouver au fur et à mesure où se trouvait chaque continent sans véritablement être guidé. Et oui, on a eu un petit moment de bonheur et de déconnexion aussi dans le domaine. Ouais. C'est là où on s'est rendu compte que l'idée de bonheur était intimement liée à celle de voyage. Et justement, vous êtes un grand voyageur. Et nous, quand on est allé au domaine du Rayol, on avait vraiment cette impression de voyager à travers les végétations mexicaines, chiliennes, australiennes. Et donc, est-ce que vous pensez, comme nous, que justement le jardin permet cette sorte de voyage ? Non, parce que le voyage, c'est irremplaçable. C'est vraiment un dépaysement total et profondément culturel. Il se peut que dans un jardin, on le rencontre. Mais c'est autre chose, c'est un autre abandon de sa propre culture, parce qu'on est en présence des êtres vivants qui sont dans leur système à eux, qui est biologique, qui sont les plantes et les animaux. Quand on voyage, c'est-à-dire qu'on va loin, on sait où on habite quand on revient. On a un point de comparaison. Ça veut dire qu'on est allé trouver quelque chose qui a mis en discussion le modèle établi sur lequel nous vivons. Et ne le fait pas apparaître pour autant comme meilleur, comme le seul qui existerait. Et ça, c'est très, très intéressant. Je ne dis pas que ça contribue à un état d'extase ou un bonheur, ça contribue à une mise au point sur la compréhension du système global dans lequel nous vivons. Et ça relativise énormément nos points de vue. On perd nos certitudes. Je pense que le fait de voyager, c'est obligatoirement perdre ses certitudes, puisqu'on n'a plus la conviction qu'il est indispensable d'avoir une route de 7 mètres, il peut très bien en avoir 3, qu'on n'a pas les mêmes chapeaux, on n'a pas la même façon de parler, et ça existe aussi, et ça a autant de valeur, etc. Donc on perd nos certitudes. Et le fait de perdre ces certitudes n'est pas du tout quelque chose qui nous mettrait en déséquilibre. C'est au contraire quelque chose qui ne fait qu'explorer notre complexité. Nous avons aussi la possibilité d'accepter les autres modèles. Est-ce que ça participait de votre volonté qu'au domaine du Rayol, par exemple, il n'y a aucun écriteau qui indique les espèces ? Et donc, c'est une des raisons, mais c'est vrai que ça peut être vu comme ça. La raison principale, c'est qu'il ne s'agit pas d'un jardin botanique. Il n'est pas présenté comme tel, avec la classification systématique, rigoureuse, scientifique, pure, propre et tout comme il faut. Il est présenté comme un ensemble de paysages qui sont assez différents les uns des autres et identifiables par une plante ou un ensemble d'espèces qui n'existent que dans les pays qu'on évoque. À ce moment-là, on rentre plutôt dans un registre à la fois plastique et à la fois écosystémique. On est dans un écosystème particulier, différent dans chacun des lieux, qui tous ont un point commun qui est de vivre avec le feu, mais ça c'est un point très important, hein, parce que ça nous fait revoir la question même du feu, mais qui sont quand même tous différents. Et donc du coup, il y a ce côté sensible, ce côté immersion, qui est favorisé par le fait qu'on ne s'arrête pas à un nom, mais peut-être on a une expérience sensible où le visiteur, il est vraiment au milieu d'un jardin. Oui, il a quelque chose c'est pas anti-cartésien, mais on s'écarte de la rationalité immédiate. C'est pas obligatoire. Si on veut aller dans la compréhension de certaines choses qui sont dans la logique du raisonnement, de l'analyse, le processus de l'analyse, qui pour moi est assez phénoménal et très français et intéressant, mais qui aussi est séparateur.
C'est tout le contraire de ce qui apparaît comme un lieu de synthèse et dans un ensemble complexe. Donc ça a aussi son défaut. On a les deux au Rayol. On peut aller dans un abri où on va interroger des ordinateurs qui vont nous dire le nom des plantes, les endroits, les machins, les choses, c'est tout bien comme il faut. Mais finalement, du coup, ce jardin, c'est comme une expérience des sens par le toucher, l'odeur, même parfois par le goût. Et justement, dans Thomas et le voyageur, vous faites la distinction entre l'environnement, qui est l'état des choses, et le paysage, qui est le sentiment tiré de cet environnement. Et donc, selon vous, où se situe le jardin entre ces deux notions? Est-ce que c'est un sentiment aussi? Est-ce que ça peut... Vous y tenez en tout cas à cette distinction entre le jardin et le paysage? Alors, je peux vous la donner tout de suite, hein, c'est sans difficulté. Le paysage, ça, voilà, il y a un paysage ici. Un paysage avec des gradins. Il est architecte. Vous ne seriez pas là, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun humain, le paysage existerait aussi. Autrement dit, le paysage peut être fabriqué avec du non-vivant. On peut le faire en béton, en bois, en ce qu'on voudra, en plastique, tout bien. Le jardinier fait des paysages, mais lui, il est sur le vivant, exclusivement dessus, presque exclusivement dessus. Le paysagiste n'est pas obligé de travailler avec le vivant, le jardinier, si. Or, moi, je privilégie cette dimension-là, parce que c'est justement celle-là qui me paraît la plus urgente, la plus... Alors, je redéfinis le jardin. Voilà. Le jardin, historiquement, c'est un enclos, c'est le mot. Ça veut dire ça. C'est aussi le paradis, entre guillemets, hein, parce que là, c'est pas sûr, hein, mais c'est ce qu'on met au milieu, que l'on estime comme étant important, et beau et à protéger, d'où l'enclos. C'est un lieu du brassage planétaire systématique depuis l'histoire du jardin, depuis le début, finalement, d'une sédentarisation de l'humanité. Ce qu'on met là, au milieu, c'est le meilleur. C'est quelque chose qui est très important. Ça peut être la nourriture au début. Au début, c'est ça. Mais c'est tellement important. Qu'est-ce qu'on ferait si on ne pouvait pas se nourrir? Et puis, petit à petit, ça devient une manière de vivre, un modèle, une idée. Quelque chose qui est important d'un point de vue même de l'avancement dans la civilisation, dans l'histoire de la pensée. C'est aussi pour ça que ça change de forme et de style. C'est parce que cette idée du meilleur change avec le temps. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des jardins. Mais enfin, on peut dire que les jardins hispano-mauresques sont ceux qui mettent le mieux l'eau en valeur au milieu du jardin, parce que c'est l'eau qui est la chose la plus précieuse. Ces gens ont traversé des déserts. L'eau, elle n'existe pas, donc quand elle existe, elle devient un trésor, etc. Que, je ne sais pas, les jardins romantiques sont ceux qui vont privilégier la vue en dramatisant la nature, il y a des belvédères. Que les jardins classiques sont ceux qui privilégient le pouvoir, ce qu'on ne dit jamais d'ailleurs, mais moi je le dis. Ça veut dire qu'on va faire une perspective qui prend l'espace et va à l'horizon et au-delà. Mais qu'est-ce que c'est qu'on veut protéger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut mettre au milieu du jardin? Alors moi, j'ai tendance à dire, et ça c'est l'écologie qui apporte la chose comme une espèce de choc, hein, au début du XXe, c'est cette diversité, donc finalement la vie, parce que nous en dépendons, parce que nous ne pouvons rien faire sans. Nous n'étions pas conscients qu'elle était menacée. Nous n'avions pas la perception totale, vraiment claire, de cette finitude spatiale. Nous ne savions pas que nous nagions tous dans le même bain, que l'eau que nous buvons a été bu avant nous et par d'autres et par des humains, que nous sommes toujours dans ce système du recyclage, que nous devons faire attention. Qu'est-ce qu'on met au milieu du jardin? Comment l'écrit-on, ce jardin? Alors je dis, c'est plus intéressant d'être dans ce rapport. C'est compliqué parce que ça fait qu'on, dans ce rapport, enfin, ce souci de vouloir mettre, et c'est historique, quelque chose qui est un message de l'époque dans laquelle on se trouve, au milieu du jardin, a presque toujours apporté une forme différente à chaque fois. Mais quelle est la bonne forme pour dire ça aujourd'hui à propos de la vie? Qu'est-ce que moi je peux dire à mes étudiants? Qu'est-ce que vous devez dessiner? Quel est le juste dessin pour traduire cette idée de la protection de la vie dans le jardin? Comment vous protégez la diversité? Il n'y a pas de dessin idéal pour ça. On s'écarte de l'espace formel. Et jusqu'à quel point cet enclos s'est élargi aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans le jardin et comment on continue à protéger ce qu'il y a de meilleur? Parce que vous l'avez dit, le meilleur a complètement changé aujourd'hui et les menaces extérieures sont différentes aussi. Est-ce que le jardin, finalement, c'est pas
le jardin planétaire, comme vous le dites vous-même. Oui, parce que l'abeille, enfin l'oiseau, tout ça, ils ne connaissent pas du tout le cadastre. Alors, ils traversent, ils vont de l'autre côté du mur, etc. Quand on rentre dans la compréhension de l'écosystème, c'est l'étude d'un système de vie dans lequel il y a des échanges permanents entre les êtres. Ce n'est pas tellement les êtres, c'est vraiment les échanges. Donc, on sort de l'espace qui est celui de la propriété, par exemple, qui est celui du jardin traditionnel. Et d'enclos en enclos, finalement, on en arrive vite à faire le tour de la planète. L'effet papillon, ce n'est pas une image fausse, c'est tout à fait réel. Hein. Ce qu'on fait ici a une incidence sur ce qui se passe à l'autre bout. Et donc, au-delà de tout cet imaginaire qui renvoie à l'évasion, à la plénitude, aujourd'hui, le jardin et la nature plus largement, on a un peu l'impression que c'est devenu une sorte de phénomène de mode où on a ce besoin de retour à la nature, loin du quotidien bruyant de la ville. Et comme vous le savez, cette conférence traite du bonheur et elle est partie du film Chronique d'un été qui a été réalisé par Edgar Morin et Jean Rouch en 1960. Et on a sélectionné un passage qu'on aimerait visionner ensemble qui représente donc les protagonistes du film qui s'éloignent de la ville pour une journée et qui vont passer cette journée dans une nature mais non cultivée. Donc ils sont dans une nature nue, la campagne. Donc on va peut-être regarder cet extrait. Oui, Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette ode harmonieuse à la nature. Donc là, voilà, comme je le disais juste avant, c'est pas un jardin, c'est vraiment la nature nue et non cultivée. Donc notre question, c'était de se demander si le jardin nous rapprochait de la nature ou est-ce qu'il nous apprenait à la dominer. Question. L'idée de la domination, c'est une idée incroyable. Elle est très ancrée dans nos sociétés. Elle est peut-être plus ancrée dans les sociétés marquées par les monothéismes en Occident, mais qui ont essaimé, qui sont allés un peu partout. Parce que c'est écrit finalement, c'est aussi dans les textes sacrés, ça. De chez nous, hein, parce qu'il y a d'autres sociétés, d'autres visions du monde, d'autres cosmogonies où on ne pense pas du tout comme ça, et où on ne maîtrise pas, on accepte l'autre comme un équivalent en permanence, quoi. Un érable ou un arbre, ça peut être un homme déguisé en arbre, enfin une âme, enfin bon bref, il y a d'autres manières de voir le monde. Et dans ce cas-là, le rapport qu'on a à ces êtres dans ces conditions-là, hein, quand on est dans un autre modèle culturel, n'est pas du tout celui de la domination et de l'idée de la maîtrise à aucun moment. Le jardin, c'est une intervention. On intervient. Je ne pense pas, surtout moi, que dans ma pratique, qu'on domine et qu'on maîtrise. Simplement, on dialogue. Et malgré tout, on intervient, parce qu'on fait des gestes. Sauf que on a changé, disons ces dernières années, nos gestes, qui sont des gestes de la maîtrise, avec des produits, avec des machines, avec des tas de choses mécaniques, et qui considèrent presque que le sol, c'est un substrat, donc un machin un peu inerte et stérile, et puis que ce qu'on met dedans, on le maîtrise complètement, alors que tout ça, c'est du vivant,
et que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On est en rapport, en réalité, de dialogue permanent, et la nature, tous les matins, ça nous questionne. Si on fait comme ça, alors là, oui, là, on est, ce que j'appelle, moi, on est dans un territoire mental d'espérance en permanence. Parce que on ne sait pas ce qui va se passer, mais quand même, on met une graine pour demain. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la nostalgie. On n'est pas sur quelque chose qui est un modèle qu'on a déjà connu et que l'on reconduit. On n'est pas dans quelque chose de mécanique. En plus, on travaille avec la vie. Une graine, c'est un individu déjà. C'est donc quelque chose ou quelqu'un qui va inventer quelque chose qu'on n'a pas du tout imaginé, pas du tout prévu. Et quand ça va se pousser, quand ça va évoluer, on va être surpris et généralement, on n'est pas déçu. Donc on est non seulement dans un territoire mental d'espérance, mais aussi dans une possibilité de l'émerveillement, presque tout le temps. Donc on peut dire à ce titre-là que le jardin, surtout si on n'a pas l'illusion de la maîtrise, il est forcément un endroit qui rend heureux. Ce n'est pas un hasard s'il y a tant de gens qui veulent le faire maintenant. C'est qu'ils ont compris qu'il y avait des choses qu'il fallait abandonner dans cette civilisation. Enfin, abandonner la croyance en cette toute maîtrise et en ces modèles économiques qui sont plutôt destructeurs pour aller vers quelque chose qui nous met en rapport, en dialogue, en espace de créativité aussi, avec cette nature qui elle-même est très inventive. Est-ce qu'on peut retrouver ce modèle d'immersion de l'homme dans la nature à Bali notamment? Est-ce que vous pensez que c'est un modèle? Ah mais oui, mais ça c'est autre chose. Et quand on m'a parlé du bonheur, Fabienne m'a invité en me disant bon, j'ai pensé forcément à Bali parce que j'étais un peu, je vais pas faire du, enfin j'étais un peu misanthrope avant 83. J'ai voyagé à ce moment-là, j'avais un objectif, c'était d'aller en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire là où c'est le plus loin par rapport à où nous habitons. C'est amusant quand même d'aller le plus loin. Puis j'ai pas pu y arriver parce que j'ai été arrêté par Bali. Et j'ai fini par, je devais y passer 72 heures, j'ai passé une semaine, puis finalement j'ai prolongé le visa tout le temps. Et au bout d'un moment, j'ai resté 2 mois et demi, j'ai dû aller changer mon visa en Australie, revenir, enfin bon. Parce que j'ai été complètement stoppé par c'est les humains, c'est le peuple. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens comme ça, heureux. C'était bizarre. Ils avaient l'air, mais ils le sont, je crois, encore maintenant. Et comment ça marche, quoi? Je ne comprenais pas comment ça marche. Donc c'était à la fois très doux comme contact, en même temps très réglé. C'est des gens ils sont des indo-bouddhistes complexes. Ils sont dans des règles aussi. Ça m'étonnait. Tout ça m'étonnait beaucoup. En fait, j'ai compris au bout d'un moment qu'ils exploraient leur complexité au jour le jour. Ils avaient la capacité dans la même journée de faire une culture de riz, un peu de commerce, un peu de politique, de la peinture, le soir un peu de musique et de nouveau quelque chose qui est une discussion. Et ça, c'est vraiment humain. Ça nous touche profondément, tous. Et on n'est pas des spécialistes, on n'est jamais des experts. On est des êtres compliqués. Et là, on peut, dans la même journée, faire tout ça. Mais c'est magnifique. Et ça les rendait comme ça heureux. Il y avait d'autres choses. Un jour, je me suis trouvé avec... j'y suis allé 12 années de suite, à force. Enfin, j'ai fini par apprendre la langue, enfin tout bon. J'entends un enfant pleurer. Ah, je me dis, oui, il y a beaucoup d'enfants là-bas, hein, beaucoup. Je dis, mais comment ça se fait? Et j'ai jamais entendu d'enfants pleurer. Il y en a tellement. Pourquoi ils ne pleurent pas d'habitude? Là, il s'était fait mal, c'était physique, et bon. Mais finalement, ils ne pleurent pas de malheur. Ils ne pleurent pas d'un sentiment de l'abandon. Et j'apprends, et ça s'est trouvé à la suite d'une soirée, qu'un enfant, on ne le laisse pas pendant tous les premiers mois de sa vie. Jamais, jamais. Jamais il ne s'écarte du corps de la maman ou du papa ou d'un ami ou de quelqu'un qui passe. Jamais, jamais. Parce que les léiaques pourraient l'emporter, qui sont les démons. Et un soir, je me trouve comme ça avec une amie dans une soirée. On n'était qu'avec des balinais. Et ils étaient tard dans la nuit, mais il y avait une maman avec son enfant. Elle était à côté de moi. Et hop, je me retrouve avec l'enfant dans les bras. Bon. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Lui, il me tirait les oreilles. Il ne peut pas pleurer du tout.
Et elle, il fallait qu'elle se remette le sarong. Elle avait besoin de ses 2 mains. Il n'était pas question une seconde que l'enfant soit posé par terre. Ça, c'était pas possible. Et donc, j'ai tenu cet enfant. Et je m'étais dit à ce moment-là, quand j'ai compris après pourquoi, et qu'on n'abandonne pas un enfant quand il est tout petit, on ne le laisse pas pendant les 6 premiers mois surtout. C'est impossible. Il dort même avec les... C'est comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Jamais cet enfant n'aura le sentiment de la déréliction. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'est jamais abandonné. D'ailleurs, l'un des châtiments les pires pour quelqu'un qu'on ne veut plus dans un village balinais, c'est de lui demander de partir du village. Ça procède de cette culture. Donc moi, j'avais envie d'avoir un enfant là-bas. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça s'est passé plus tard et autrement. Mais c'était un moment fort. Et pour finir avec Bali, ne comprenant pas tout, parce que c'est un polythéisme, c'est infernal, je vais un jour vers un Pemanku, qui est un prêtre séculier comme ça, qui peint, parce qu'ils peignaient, ils font un joli mandala. Et je lui dis, c'est quoi votre religion? Parce que quand même, étant donné qu'ils n'arrêtent pas de faire des offrandes, alors au Dieu du bien, au Dieu du mal, enfin à tout le monde, parce que c'est en nous, il faut faire plaisir aux deux, à faire des tas de trucs comme ça, ils ont des temples partout, c'est tout à fait étrange, et c'est très artistique, mais enfin c'est compliqué, quoi. Et quand je lui pose cette question, il me dit, oh, lui-même n'avait pas l'air de savoir trop ce que c'était que ça. Bon. Il me dit, mais il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut que l'autre soit heureux. Là, moi, on ne m'a jamais dit ça. Jamais. Nous, on nous dit, il y a le bien, il y a le mal, le bonheur, c'est au paradis, de toute façon, on est sur Terre pour souffrir, on fait des trucs comme ça. Bon, on ne nous dit pas ça. On ne nous dit pas, il faut que l'autre soit heureux. Et ça m'avait scotché, je dois dire, ça c'est vraiment fort. C'est un résumé d'une situation incroyable. Du coup, c'est toute une culture, en effet. Et un peu plus tard, je me suis rendu compte que j'avais fait quelque chose qui était terrible pour les gens qui m'abritaient là, parce que j'avais eu une discussion et que je n'étais pas d'accord et que j'avais rendu malheureux le patron. Et ça s'est réparé par la suite. Et pour moi, il n'y avait pas de gravité, mais pour lui, oui, il y en avait. Donc, rendre l'autre heureux, c'est intéressant quand même. Hein. Là, pour le coup, il y a du travail à faire. Mais je trouve que c'est un joli projet. On est dans le thème, là. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les jardins comme espace de récréation, mais aussi de création, c'est ce que vous disiez. Et pour comprendre cette création des espèces, de la graine, des plantes, il faut bien saisir le fait qu'il y a une certaine liberté d'expression du vivant. Et cette liberté, vous l'incarnez en disant il faut faire le plus possible avec et le moins possible contre. Et justement, c'est cette sagesse du jardinier. Est-ce qu'il n'y a pas là une clé du bonheur, et en quoi cette sagesse elle est transposable? Ouais, alors ça c'est quelque chose qui est arrivé pour moi dans mon propre jardin quand j'ai commencé à acheter un terrain et que j'ai voulu conserver une diversité que j'avais connue enfant, parce que c'était un terrain que j'avais connu petit et je venais là pour voir tous ces animaux, tous ces insectes, surtout les insectes. Et faire un jardin tel qu'on me l'avait appris moi, ben c'était tuer. Hein. Fallait tout tuer. Hein. Ah ben oui, quand même, on tue les taupes, on tue les... Je sais pas quoi, on met des vers de terre dans la strychnine qui font comme ça, puis ils meurent, c'est dégueulasse. Puis on les met dans les trous des taupes, puis on fait mourir les taupes, et puis on fait... Ça n'arrête pas quand on tue les pucerons. Bon, moi j'ai eu des accidents avec ça, j'ai failli me tuer aussi, parce qu'on met des poisons, hein, c'est dangereux tout ça. Mais donc on fait contre. On fait vraiment contre. Comment je fais dans mon jardin si je veux garder les papillons, par exemple? Je ne peux pas faire contre. Donc j'ai commencé à me dire, ben, je vais faire avec. Alors c'était un peu difficile au départ parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on pouvait toujours faire avec. Toujours, c'est toujours possible. Même avec des ronces, on peut. Même avec des taupes, on peut. Même avec des lapins. Alors je leur donne des noms. Hein. Il s'appelle Marcel, mes lapins. La taupe s'appelle Raoul, etc. Raouleux, parce que c'est une taupe. Bon. Et à quel moment on commence à parler de mauvaises herbes, du coup? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Oh, non. Non. On ne parle pas parce que c'est un modèle culturel, la question de l'herbe bonne ou mauvaise. Hein.
Mais c'est très intéressant hein, quand une direction d'espace vert de ville abandonne les pesticides, les herbicides, etc. Ils se retrouvent en face d'une population qui dit mais je comprends pas, où vont nos impôts, c'est dégueulasse, c'est pas propre, etc. Puis alors, au bout d'un moment, il y a besoin de médiation, il y a besoin de pédagogie. Et dès qu'elle existe, et ça part souvent des jardiniers qui sont d'accord avec ces méthodes et qui disent oui mais voilà, ça s'appelle comme ça. C'est le sénesson de Jacob. Et vous voyez, la chenille, là, elle va manger le machin, ça va se faire ce papillon, etc. Ah bon, ça a un nom oui, ça a un nom. Ce qui a un nom existe. C'est fini. Après, c'est fini. C'est ma définition de l'intelligence. C'est quand l'univers et la chose dont on parle nous est rendu intelligible. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'écraser je ne sais quoi, qui est un trésor pour quelqu'un d'autre, si cette personne ne sait même pas ce qu'elle a fait. C'est impossible. L'intelligence vient de cette chose-là. Tout le monde peut donc être intelligent, ça n'a aucun problème. Il suffit que ces choses soient expliquées. Et dès que c'est expliqué, et surtout pour les enfants, mais on le voit dans leur regard, ils sont heureux, parce qu'ils ont compris. Rien que d'accéder à la compréhension, ça, c'est une possibilité de bonheur, certainement. Et ce qui nous a touchés dans ce sens-là, c'est votre jardin que vous appelez le jardin politique, rempli d'orties, ce qui est un peu un jardin provoque pour nous, parce que l'ortie, c'est vraiment ce qu'on essaie à tout prix de fuir quand on est petit. Et au final, vous montrez qu'il y a des tas de variétés d'orties. Et oui, est-ce que c'est ça, un jardin de résistance, un peu ? Là, oui, celui-là, oui. Oui, c'est un jardin de résistance, oui. C'est un jardin de résistance à ce qu'il y a de pire et qui se dessine aujourd'hui de façon quand même assez forte, hein, mais enfin, il faut bien en être conscient, qui est l'interdiction de l'accès à la gratuité et l'impossibilité de l'accès au bien commun. L'ortie, c'est pour tout le monde, l'ortie. Le purin d'ortie, c'est quelque chose que les jardiniers font depuis toujours. Et tout subitement, on interdit. On l'interdit parce que ce sont des PNPP, je vous dis ça comme ça. Ce sont des produits naturels peu préoccupants. Le législateur a donc inventé cette catégorie en disant que là, on n'avait pas le droit. Et bon, enfin, ça les préoccupe quand même, hein, parce que sinon, ils ne feraient pas ça. Et c'est simplement que... alors, tous les prétextes sont bons, c'est soi-disant des dangereux pour la santé, pour ci, pour ça. Non, c'est juste simplement que vous faites quelque chose qui renforce l'immunité des plantes, qui même peut engraisser, je veux dire, apporter de la nourriture. Enfin bref, ça a toutes sortes de vertus. Ça dépend des dosages, ça dépend de ça. Sauf que c'est gratuit, c'est vous qui le faites. Ça n'intéresse pas le marché. Hein. Donc le législateur arrive comme ça. Alors, je vous recommande à ceux qui veulent rentrer là-dedans. Alors là, pour le coup, il faut prendre un peu de petit Lexomil avant, un petit ça, et vous lisez les Usurpateurs de Suzanne Georges, qui vous raconte ce que c'est que la puissance des lobbies aujourd'hui et la disparition, on peut dire, de l'État. Bref, pourquoi vous questionner la question le purin d'ortie, le jardin. Oui, c'est un jardin de résistance, parce qu'il arrive après la loi de 2006 qui est d'interdire ces produits dits non homologués. Enfin quoi ? Qui homologue ? Qui a décidé ça ? On nous interdit cet accès, cette plante, cet usage. On nous interdit de réutiliser les semences de nos graines, de nos plantes élevées chez nous. Vous savez que les exploitants agricoles n'ont pas le droit. On peut le faire encore chez nous, en douce, quoi, dans un petit jardin. Mais c'est quoi cette liberté, cette incroyable mainmise sur tout, quoi, je peux dire, privatisation par ces multinationales d'un bien commun. L'obligation de passer par le marché, oui. Ça se rapproche un peu de votre concept de tiers-paysage, hein, donner la parole aux espèces qui sont généralement délaissées par l'homme. Est-ce que c'est pas ça aussi, le bonheur, c'est un peu trouver la richesse là où on ne l'attend pas au départ ? Oui, si on en a la conscience. Parce qu'on peut trouver une friche dégueulasse. Excusez-moi, parce que ça m'a été dit par un maire. J'ai dit, mais non, vous avez un trésor. Vous n'avez pas une poubelle. Vous avez juste un trésor. Bon, alors là, il regarde... Je dis, c'est qui ce paysagiste ? Je dis, oui, une friche, c'est un terrain abandonné qui est un territoire d'accueil à une diversité qui, elle, est chassée de partout ailleurs. Si nous estimons que nous dépendons de cette diversité, parce que nous ne pouvons rien faire sans ça, nous l'exploitons,
eh bien, nous devons considérer que les territoires d'accueil à la diversité, même si ça n'est pas sous notre emprise, sont des lieux de richesse, ce sont des trésors. Ce n'est pas pour autant qu'il faudrait les privatiser et les marchandiser après brevetage, sûrement pas. Mais qu'au moins on sache ce que c'est, ne serait-ce que pour ne pas les détruire. C'est peut-être dans ce sens-là que vous donnez beaucoup d'importance à l'observation du jardin et non à l'action. Vous dites, votre premier conseil à une personne novice, c'est de ne rien faire pendant un an, de regarder son jardin, puis après, pour mieux le comprendre et après agir. Oui, je dis ça. Je dis même que si on ne fait rien du tout, on est utile à tous. Dans notre métier, hein. Seulement dans notre métier. Je dis ça à mes étudiants. Si vous ne faites rien, vous êtes utile à tous. Alors pourquoi ? Si vous ne faites rien, votre terrain va devenir une friche qui va devenir une forêt. Et la forêt, c'est de l'oxygène que nous partageons tous. Nous en avons besoin, nous ne pouvons pas vivre sans. Donc dans ce métier-là, c'est un avantage assez rare, hein. On peut se permettre de dire, si je ne fais rien, c'est bien. Et on voudrait s'intéresser vraiment à ce concept de conscience planétaire que vous développez. Aujourd'hui, on voit bien que l'environnement, ça a pris une véritable tournure politique. On parle de projets gestionnaires, de modèles, d'opérations, de mainmise. Et on entend de plus en plus de discours alarmistes selon lesquels nous serions au pied du mur. Et on aurait aimé se demander avec vous si finalement la clé du bonheur, c'était pas de prendre vraiment conscience qu'on fait tous partie d'un tout qui nous relie. Et est-ce que votre philosophie, c'est de laisser croître ou est-ce que c'est d'accompagner sans contraindre ? Quelle est votre philosophie ? C'est difficile. C'est plus compliqué que ça. Je pense, à plusieurs ou à deux, au moins à deux, savoir qu'on fait quelque chose qui est effectivement utile à tous, donc à nous, pour commencer, puis aux autres et au reste. Alors il y a dans cette façon de faire une part de laisser faire, mais il y a une part d'intervention. C'est le travail du jardinage, du jardinier, c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'on pourrait faire ça tout seul sur une île déserte en disant « je suis heureux parce que je suis tout seul et je pense que ce que je fais c'est bien ». Il me semble qu'il y a la nécessité du partage avec l'autre à un moment donné. Et j'appelle ça le syndrome de la queue du chien. Je peux vous raconter ça, le syndrome de la queue du chien. Vous êtes là, hein, en train de travailler, et puis il y a le chien qui est là. Il dort par terre. Bon, d'accord. Puis au bout d'un moment, vous jetez un œil sur le chien qui dormait que d'un œil. Bon. Donc il fait ça. Il est heureux, il remue la queue. Mais vous n'avez rien fait, vous ne lui avez rien dit, vous n'avez rien donné à manger, vous ne l'avez même pas caressé, rien. Vous l'avez regardé. Il a vu que vous l'avez vu. Alors, c'est la manifestation même que le bonheur ne pourrait pas exister s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour vous renvoyer cette image du partage, enfin du bonheur, quoi. Donc, dire qu'on serait dans la situation du bonheur totalement tout seul, je ne sais pas, on peut être dans un certain équilibre, une certaine forme de sérénité, mais il me semble que le bonheur, à un moment donné, a besoin du partage. C'est la queue du chien, enfin bon... Il nous manque une queue. Non, mais c'est vrai. On n'en a plus depuis longtemps. Mais vous imaginez si on avait ça pour faire des tas de trucs. On pourrait s'accrocher aux arbres, puis on pourrait faire aussi comme ça. Voilà. Oui, peut-être rebondir sur la question d'Ariane. Donc, cette idée de conscience planétaire. Je me suis écarté un peu du... Non, mais c'est... Oui, justement. Donc, est-ce que cette idée de solidarité, d'unité... dont vous parlez avec cette anecdote, est-ce qu'on ne peut pas la retrouver au niveau planétaire et peut-être nous prendre tous pour, comme vous dites, nous sommes des jardiniers planétaires, c'est à ça que je voulais venir.
Oui, ici, l'autre jour, je me suis trouvé à faire une analyse à Marseille. Pas une analyse, un tour dans la ville, au nord, un quartier que je ne connaissais pas du tout, pour un artiste qui était là, qui est en résidence pendant 1 an, qui s'appelle Thierry Fontaine, qui fait des photos. Et lui, il travaille avec des gens en insertion, qui sont sans travail, mais qui cherchent aussi à s'investir dans des milieux, dans des activités culturelles, artistiques. Et là, c'est la photo. Et moi, on m'a demandé d'intervenir une journée. Donc, je suis intervenu une journée. On a fait un grand tour avec les uns, avec les autres. Et puis, j'ai donc parlé un peu avec tous. Après, j'ai donné les raisons pour lesquelles je faisais, moi, des photos. Pourquoi je fais des photos de ci, de ça, à quelles échelles, etc. Et il y en a un... rappelez-moi la question. Est-ce que j'ai divergé? Non, mais vous pouvez continuer. C'était sur l'idée de jardinier planétaire. Oui, c'est ça. C'est ce qui nous rendrait heureux tous, finalement, indépendamment de nos éventuelles cultures qui pourraient peut-être faire des barrières. En fait, ce n'est pas des vraies barrières. Et alors, je parle avec, je ne sais plus son nom, qui en fait est comorien. Et puis je parle, quoi. Moi, ça ne me paraissait pas extraordinaire de parler avec lui. Sauf qu'à la fin de la journée, l'organisateur de tout ça me dit « Mais il vous a parlé ? J'ai vu qu'il vous a parlé. » Je dis « Oui, il m'a parlé. Mais on l'a depuis 6 mois en atelier, il ne parle jamais à personne. Et pourquoi il vous a parlé ? » Je dis « Je ne sais pas, on a parlé de plantes. » Et en fait, lui, il voulait savoir s'il n'y avait pas quelqu'un dans la région pour lui donner des tuyaux sur comment on se soigne avec les plantes. Mais ça, c'est dans le monde entier. Ça, on le partage avec tout le monde. Il y a quelque chose qui nous lie à notre environnement par le monde végétal, qu'on a beaucoup oublié chez nous. On va plus facilement chez le pharmacien que chez l'arboriste, évidemment, ou dans son jardin. Mais on pourrait. Et lui, ce qui le rassurait, il est chez nous, il est à Marseille, ce qui le rassurait, c'était d'aller comprendre dans l'environnement là, ce qu'il pourrait faire avec directement pour la cuisine, ou bon, ça, sauvage, des plantes sauvages, mais pour la santé, quoi. Alors justement, bientôt, votre jardin à l'hôpital Salvatore va être ouvert et accessible. Vous parlez de jardin comme façon de se soigner, de s'ouvrir. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et en quoi il y a de plus en plus de jardins urbains que finalement c'est pas quelque chose d'utopique que ça existe. Non. Jardin d'immigration donc au Mucem, mais les jardins du Quai Branly aussi à Paris, à 2 pas de la Seine. Voilà. Alors comment ça peut soigner? Le Salvatore, il va falloir attendre parce que le projet est en panne, mais il va peut-être un jour finir par se faire tout en évoluant comme il faudrait qu'il soit, c'est-à-dire pour l'usage c'était au départ pour des adolescents en psychiatrie, avec, dites-moi son nom. Marcel Ruffo. Et qui d'ailleurs avait émis une idée très belle, je trouvais, qui était des cabanes à fugues. Ça fait partie du projet, je ne sais pas si on les mettra en place un jour ou pas, disposées dans le parc. C'est un parc de 4 hectares, avec quelque chose qui était assez ennuyeux au départ, une prairie avec des arbres et puis pas grand-chose, un étang asséché avec une belle friche qu'ils ont failli raser. Et c'est là qu'il y aurait les cabanes. Et puis toute une possibilité, une série d'espaces différents avec des usages possibles différents, dont un qui est du jardin vivrier et fruitier. Et c'est celui-là que les soignants nous ont demandé d'agrandir au départ, parfaitement conscients du fait que ce n'est pas tellement le jardin c'est forcément apaisant d'être dans un jardin, mais jardiner, c'est thérapeutique. Jardiner, c'est pas pareil que seulement se tenir dans un jardin. C'est se rendre actif dans un jardin, et là on est dans le vrai territoire mental d'espérance dont je parle, parce qu'on est soi-même acteur, et pour tout le monde, ça, cet effet-là. Il y a Anne Rib qui a écrit un livre là-dessus, sur l'effet thérapeutique du jardin, pour les prisons. Elle avait fait un travail avec les prisonniers, mais pour tous les hôpitaux et en général, quoi, pour tout le monde. On est passé en 10 ans de un jardin partagé à Paris, qui a été inauguré il y a donc 11 ans ou 12 maintenant, je ne sais plus. On est passé de 1 à 100
C'est une demande, c'est un lieu de rencontre, justement. Ce n'est pas du tout des jardiniers qui viennent là. C'est des gens qui voudraient bien jardiner, qui apprennent, qui viennent se rencontrer, qui découvrent comment une plante pousse. Ça les étonne. Il faut voir que dans les écoles, et même, je ne sais pas, dans des écoles de la République, quoi, ouvertes et tout, bon, on a interdit, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, de cultiver des plantes, parce que la nature, c'est sale, parce qu'il y a de la terre, bah, oui. Parce que, je ne sais pas, un arbre perd ses feuilles, oui, etc., quoi, et que les cours de maternelle, c'est du goudron. Mais c'est honteux. Mais il faudrait d'abord dégoudronner ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on présente la nature à des enfants tout petits ? Mais ce n'est pas possible de faire ça. Pédagogiquement, c'est une catastrophe. Bon, pas me fâcher là, mais je trouve qu'on a du travail à faire. Et justement, vous parlez beaucoup de transmission et de l'idée de transmettre ce que le jardin nous a lui-même transmis. Et dans cette idée, est-ce que ça passe par l'éducation ? Vous êtes vous-même un passeur de ce savoir. Et pour vous, quelles sont les actions aujourd'hui pour attiser un peu cette conscience planétaire, cette idée de finitude écologique, à l'école notamment ? C'est le rôle des enseignants, hein. C'est le plus beau métier. C'est pas parce que je le fais en partie un petit peu que je dis ça, parce que je le crois. Je trouve qu'ils sont pas suffisamment considérés dans le rôle qu'ils ont depuis les petits jusqu'à la fin. C'est un rôle très, 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 très important. Peut-être que ce qu'on appelle les professeurs des écoles, c'est-à-dire ce qui étaient les maternelles autrefois, non, les instituteurs, sont ceux qui mettent les enfants le plus au-devant de cette diversité, de cette nature, font des exercices, prennent des initiatives. Mais c'est très vite abandonné. Après, on ne suit pas ça. Et moi, quand je récupérais, parce que je ne suis plus là, mais à l'école de Versailles, des étudiants qui arrivent, qui ont 20 et quelques années, je me rends compte que... Et pourtant, ils s'orientent vers un métier où on travaille avec le vivant, qu'il y a une méconnaissance majoritairement, hein, pas tous, hein, une méconnaissance incroyable, quoi, très très forte, parce que ça n'a pas été maintenu. Voilà, je reçois un journaliste un jour dans mon jardin, un type brillant, qui me fait tout un article et qui, à la fin de l'article, me dit ça y est, on est prêt, hein, pour faire de l'écologie et tout. Alors, je lui montre, j'avais là l'exuvie, vous savez, de la larve de libellule qu'elle abandonne avant de devenir l'insecte parfait. Cette espèce de carapace, hein, ce qu'on appelle une exuvie, quoi, le squelette externe de l'insecte qu'elle abandonne au niveau au bord de l'eau, quoi. Donc tout le monde connaît ça, a priori. Je dis, c'est quoi ? Je ne sais pas. Bon. Je ne vais pas vous poser la même question, mais je sais que j'aurai des réponses majoritairement dans ce sens. Mais comment ça se fait que je ne sache pas ? Les libellules, on voit à peu près ce que c'est. Elles sont là des millions d'années avant les hommes. C'est un insecte, un des plus primitifs, il n'a pas changé. Il vit de la même façon. Les larves sont carnivores et elles mangent toutes sortes de petites choses, y compris les larves de moustiques. D'un point de vue de l'écologie, c'est intéressant. Nous, on est concernés par les moustiques quand même. On devrait avoir, mais je ne sais pas, une vague idée là-dessus. Mais ils ne savent pas. Ils savent pas. Mais pourquoi ? C'est juste autour de nous, ça. C'est pas très compliqué. C'est pas des choses aussi compliquées que, je ne sais pas, un calcul de géométrie ou surtout d'algèbre, qui est une construction mentale totale, qui, elle, n'existe pas que sauf si on l'a fantasmée. Là, c'est là. On l'a là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre un nom dessus ? C'est ça qui, je trouve, incroyable. C'est qu'on ne sait pas où on vit. On ne sait pas où on habite. Donc il y a à revoir ce qui est la base, une sorte d'alphabet. Où vivons-nous ? Comment ça s'appelle ? Et effectivement, ce qui a un nom existe. Et si on dit oui, ça c'est l'exuvie, la larve de libellule, ah bon, et quand vous montrez ça à un enfant, il est ravi, mais fait un peu peur quand même, hein, parce que c'est pas très beau, mais c'est intéressant. Voilà, donc il y a une éducation à faire, oui, pour changer les programmes. Cette éducation est d'autant plus importante que les pouvoirs publics, vous ne leur accordez pas toute votre confiance. Non, mais j'accorde toute ma confiance aux profs. Voilà. Et à l'action citoyenne notamment.
Alors, pour revenir un petit peu sur ce qui se fait en matière d'écologie, vous êtes largement opposé à la conférence de Nagoya, à tout ce qui est appropriation du bien public, on en parlait tout à l'heure. Alors là, il va y avoir la conférence sur le climat en décembre 2015. Quel regard vous pouvez porter sur l'événement? Et dans la préparation de cette conférence, bon, il y a les États qui s'y préparent, mais il y a maintenant les villes aussi, puis les régions, puis les citoyens à travers leur engagement. Comment toutes ces énergies peuvent se conjuguer pour apporter quelque chose de positif? Bon, je ne me suis pas opposé à la conférence de Nagoya parce que je n'ai aucun pouvoir et qu'on ne m'aurait de toute façon pas écouté. Non, simplement, Nagoya n'a pas eu de publicité. Tout le monde s'est mis d'accord, ce qui est très louche. Hein. C'était simplement, on s'est mis d'accord sur la marchandisation de la diversité que l'on dénombre dans tous les pays qui étaient présents et qui ont signé, de façon à établir un marché, tout simplement. Le premier qui brevette ou qui s'approprie la chose, il en fait un marché mondial avec des retours de royalties sur les pays d'origine, et c'est tout. Je trouve que c'est le début de la destruction de la diversité. Dès qu'on met, c'est comme tout ce qui est marchandisé, c'est le modèle économique dans lequel on est vit et vit d'autant mieux qu'il se base sur la rareté. Un économiste a prétendu, il n'y a pas si longtemps, il attend le moment où il sera possesseur, lui, de la dernière abeille vivante. Bon, je n'en dis pas plus. Nagoya. Alors, pour le climat, je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais lisez peut-être l'effondrement du modèle occidental, parce que c'est quand même assez bien fait, de Naomi Oreskes, qui est une historienne. Et puis, j'ai oublié le nom de l'économiste ou anthropologue, je mélange un peu. C'est très bien fait. Ce sont deux Américains qui discutent, en fait, en fiction, donc quelques années plus tard, de comment le réchauffement planétaire qui finalement aboutit à un changement climatique, une série de changements localisés, mais en gros à partir du réchauffement planétaire, n'a absolument pas été pris en compte et qu'on a continué à vivre sur l'illusion de la consommation des carburants fossiles qui augmente les couches qui augmentent, le carbone dans l'atmosphère et donc les conditions du réchauffement. C'est bien expliqué, c'est drôle, c'est parfois tragique, mais quand même, c'est une lueur d'espoir dans le sens où on sent qu'ils sont un changement du modèle, mais il faut attendre la catastrophe pour ça. Alors, on pourrait peut-être essayer de ne pas y aller jusque-là, cette catastrophe, mais vous voyez bien que telles que se sont orientées les grandes puissances aujourd'hui, en particulier les États-Unis avec le gaz de schiste aujourd'hui, qui se libèrent de son lien avec le pétrole, c'est quand même un autre carburant fossile qui crée d'autres problèmes. Il n'y a pas qu'il y a la pollution, il y a des tas de choses terribles avec ça. On ne va pas dans le sens des fameux... Alors là aussi, l'idée de la maîtrise, 2 degrés. Ah oui, on va s'arrêter à 2 degrés de réchauffement. Bon, c'est incroyable. Alors il y a ça, où je ne crois pas du tout qu'on aille, parce qu'on ne maîtrise pas du tout. Et puis, il y a la folie de la maîtrise, incroyable, mais vraiment, alors pour le coup, dangereuse, je crois vraiment à l'extrême. Ce sont les chemtrails, ce sont l'idée de mettre une couche chimique par ensemencement des nuages, de la troposphère, enfin quelque chose qui éviterait les phénomènes de réchauffement grâce à une charge chimique qui est introduite dans les nuages. Les nuages sont de toute façon déjà chargés chimiquement, puisque chaque micro-gouttelette se forme sur une impureté. Ce n'est pas H2O tout seul. Mais là, on veut en faire quelque chose qui est un plastique qu'on vous met dessus, quoi. En gros, un machin. Bon, alors là, on ne sait pas où on va. Mais est-ce que la solution, donc, comme vous préconisez, ce ne serait pas plutôt de changer complètement de système et de passer d'une logique écologique économique à une logique écologique? Mais évidemment, tout ça c'est de la mauvaise allopathie. C'est plutôt comment on ne ferait pas des bêtises. Mais est-ce que vous ouvrez un magazine, vous, avec prenez le train et faites du vélo? Vous avez une voiture. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? réalisable? SNCF, elle fait des cars aujourd'hui. Vous le savez, ça. C'est honteux. Je veux dire qu'on est à l'inverse d'un projet écologique. Il n'y a pas de projet politique aujourd'hui. Il y a ça rapporte ou ça ne rapporte pas. Ça rapporte, on le fait. Ça rapporte pas, on ne le fait pas. Ça rapporte,
on tue 20 millions d'habitants, on réchauffe le climat, on s'en fout, ça rapporte. C'est ce que vous dites avec le green business. Oui. Mais c'est oui, ça c'est honteux. Ça n'a rien à voir avec le projet politique qui serait basé sur la conscience écologique. C'est juste le modèle financier dans lequel on est, comme celui qui dirige. Évidemment, il se passe ça. Et les politiques n'y peuvent rien. Vous préconisez quand même une certaine solution à court terme, des solutions concrètes comme les AMAP, par exemple. Exactement. Je préconise de partir de là et de dire stop, on ne vous écoute plus. On ne vous écoute plus. On fait notre covoiturage, on prend nos vélos, on arrête, on va faire nos AMAP. Eh bien oui, bien sûr, ça s'appelle l'alternative ambiante. Il y a de plus en plus de ces initiatives. On crée une monnaie locale, on sort du marché financier. On récupère l'économie locale et on la redynamise. Ça s'appelle l'alternative ambiante, je l'appelle comme ça. Et ce sont des initiatives qui sont incroyablement nombreuses sur le territoire, ne représentent peut-être pas quelque chose, d'abord parce qu'il n'y a pas de publicité là-dessus, à part l'émission de Bernard Bertrand sur France Inter qui va chercher ces gens-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ça s'appelle voilà, non, Bernard Bertrand, c'est pas ça. CO2. Carnet de campagne. Bon, CO2 mon amour, bien sûr aussi, et ces gens parlent de ça, et Ruth Stegasi dans Terre à Terre. Il y a quelques petites choses qui vous informent là-dessus, mais ce n'est pas ça dont on vous parle dans les journaux, ce n'est pas ça qu'on vous montre à la télé, ce n'est pas ce que vous voyez en pub, ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est très discret, sauf que c'est très présent quand vous êtes sur le terrain. Moi, je le vois parce que je suis invité par ces gens-là qui sont dispersés partout sur le territoire, qui apparemment ne représentent pas de puissance, ils n'ont pas de puissance financière, sauf qu'ils sont sur le terrain. C'est la réalité. Ça, c'est l'économie réelle, et elle est réconfortante, pour le coup. Mais comment est-ce qu'on fait rentrer le jardin sur le terrain de la lutte politique, alors ? Vous avez longtemps refusé de faire rentrer le jardin dans le débat politique, mais aujourd'hui, la nature, c'est quelque chose qui est préoccupant, même si ça reste assez minoritaire dans le discours politique. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle à jouer à ce niveau-là, d'accompagnement du moins ? Je n'imaginais pas jamais que je tiendrais des discours politiques quand moi j'étais étudiant, que je me dirigeais vers ce métier. Je ne pensais pas ça du tout, mais pas du tout. Je suis allé là parce que j'avais plein d'autres exemples de plein d'autres métiers que je trouvais pas très réjouissants. Je trouvais que les gens qui le faisaient des têtes bizarres. Donc ça ne m'incitait pas. Jusqu'au jour où j'ai découvert ça, je suis allé là. Mais je n'imaginais pas que ça me conduirait à un discours politique. Je n'étais pas politisé avant assez longtemps. Hein. Et puis à un moment donné, je me suis dit, et c'est surtout en arrivant sur l'espace public, d'abord déjà on est dans l'espace public, donc forcément on est dans police, dans la ville, dans la gestion de la ville, on ne peut presque pas faire autrement que d'échapper à la dimension politique. Et puis en plus, on ne peut pas fermer les yeux devant ce qu'apporte l'écologie, comment elle nous oblige à revisiter notre rapport à la nature, le regard, on change tout, quoi. Et à ce moment-là, on se rend compte que, ben oui, le modèle économique dans lequel on est, qui est marqué politiquement, ne convient pas du tout. Donc on rentre dans le discours politique. Et est-ce que le jardin peut apporter quelque chose ? À mon avis, oui, il apporte obligatoirement. Le jardin, le travail que nous faisons sur le paysage, mais avec le discours de l'environnement, il ne peut pas... Environnement, c'est un mauvais mot. Hein. C'est un mot idiot. Hein. Enfin bon, medio ambiente, espagnol. Medio ambiente, non ? Il y a un espagnol ici. Et non, parce que je dis, voilà, nous, on a traduit directement et stupidement ce mot de l'anglais, qui est aussi un mot français, environnement, d'accord. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette nature, on la met à distance de nous. Ça veut dire, vous voyez, ça veut dire c'est aux environs. Mais pourquoi c'est aux environs ? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas dedans, justement, et avec ? Non, on est à distance. Donc on continue avec cette idée de maîtrise, et développement durable, c'est la même chose. Durable, rien n'est durable, tout change dans la vie, donc je ne comprends pas pourquoi ce mot. La vie invente, toujours, et le développement, c'est ça qui intéresse, parce que c'est l'idée de la croissance. Et les Espagnols ont choisi medio ambiente, le milieu ambiant. On est dedans, là, avec ça, on est dedans. Bon, c'est plus juste, j'ai dévié encore une fois, mais vous dites l'importance des mots dans ce discours qui est politique. Oui, alors, on parle de modèle de convoitise, et vous revenez dessus avec la reprise de Veblen, cet économiste, qui dit qu'on est passé notamment des sociétés McDoisées à
surconsommation, l'excès. Et là, c'est pas de maîtrise dont il s'agit, mais de mesure. Pour être en équilibre dans sa tête, notamment, vous y revenez, voilà, il faut un peu plus de mesure, de simplicité. Vous évoquez notamment un de vos amis qui a tout abandonné et pour remonter la ferme du bonheur. Peut-être que vous voulez revenir sur Oui, il y cette en a plusieurs comme ça, modèles de convoitisme. Mais j'ai envie de vous poser la question à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Ou qu'est-ce que vous convoitez? La rencontre de l'autre, la solidarité. Et c'est vrai que imaginer la question du jardin plus en lien avec l'urbain, ça c'est quelque chose qui m'anime. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que je recherche? Pour l'instant, je recherche la réussite de mon grand oral à la fin de l'année. Et oui, c'est vrai, cette idée de solidarité. Aujourd'hui, on a un peu l'impression d'être tout le temps sollicité. On n'a pas le temps. À la fin, on cherche à trouver du temps. Et même quand on décide de prendre le temps, au final, on est un peu tiraillé en se disant pendant que je fais ça, je ne fais pas autre chose. Et oui, moi, ce que je recherche, c'est des moments où on profite pleinement de ce qu'on est en train de faire. Et quand on a fait cette aventure à travers vos jardins notamment, par exemple, quand on est allé au Réol, on a raté une journée de cours. Et au début, on était très stressés. Et puis au fil de la journée, on ne pensait plus du tout à ça. Et on se disait, après on débriefait dans le bus, et c'était très long, que oui, on avait pris notre temps et qu'on avait passé un moment de bonheur. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais pour parler de ça, c'est vraiment l'idée de jardin comme refuge aussi. Enfin, on avait l'impression vraiment d'être en dehors de la réalité, du quotidien stressant, et c'est très, très apaisant. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il faut plus se laisser le temps de faire des choses comme ça, calmes. Mais est-ce que vous auriez pu vous dire, non, on n'est pas en dehors de la réalité, on est tout à coup, tiens, on découvre la réalité. Mais qui est dans un temps plus long, j'ai l'impression. On a plus le temps d'observer. C'est pas la même. Et à cet égard, elle est moins artificielle. Vous êtes quelqu'un qui avait plusieurs métiers, donc jardinier, conférencier, écrivain. Et est-ce que ces métiers qui s'enchaînent, est-ce que justement ils s'auto-alimentent les uns les autres, et finalement, quand on est dans un jardin, on perd pas son temps, enfin, on le gagne d'une autre façon. En tout cas, c'est peut-être cet apprentissage qu'on a eu à travers cette exploration. Oui. Non, mais c'est le contrôleur des impôts. J'ai eu un contrôle il n'y a pas longtemps. C'est très bien fini, mais il était très très malheureux parce qu'il ne comprenait pas le métier que je faisais. Mais non, j'écris, je donne des conférences. Ah bon, mais vous faites, oui, je suis concepteur. Vous êtes artiste, oui, il y a des TVA différentes, il y a des machins. Il était très malheureux. Et comme il fallait qu'il redresse un tout petit peu sur un tout petit machin, il a même dit, il était tellement malheureux, désespéré, il dit, mais je ne peux pas vous redresser là-dessus, qu'est-ce que vont dire mes supérieurs? Alors là, vraiment, on a voulu lui venir en aide. Est-ce qu'on peut vous aider? Enfin bon, la discussion avec tout ça, c'était à propos de la diversité. Mais oui, mais quoi? On exprime sa propre diversité, sa complexité. Bali, le baliné de tous les jours, il fait tous ces métiers-là aussi, parce qu'il est aussi un artiste. Donc il n'y a aucune raison pour ne pas... Et ils sont tous logiques et complémentaires. Il y a quelquefois, quand on fait du riz, c'est pour manger, peut-être. C'est pas... Mais ça ne fait rien. Ce sont des choses qui s'ajoutent et on ne pourrait pas, finalement, dire je supprime quelque chose là-dedans. Moi, en tout cas, je ne le fais pas. Je reviens sur le modèle de convoitise, puisque je n'ai pas répondu vraiment complètement à la question, en vous demandant d'abord ce que c'était pour vous. Vous avez gagné du temps. Veblen dit, c'était au 19e, hein, quelqu'un dans la société convoite, désire quelque chose qui est convoité ou désiré par la couche sociale qui lui est immédiatement supérieure. On désire ce que les autres qui vivent soi-disant mieux ont, possèdent, et on voudrait l'avoir aussi. Qu'est-ce que c'est que le modèle de convoitise aujourd'hui? On peut le réviser. On peut imaginer que ce n'est pas d'avoir un 4x4 plus gros que l'autre, qui en a déjà, avec un écran de télé encore plus grand, ou je ne sais pas trop quoi, moi, un truc qui finalement va s'accumuler en déchets quelque part à un moment donné, parce qu'on ne saura plus quoi faire de tout ça.
et que c'est peut-être plus immatériel, que c'est peut-être, je disais, comme je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, d'utiliser les 7/8 du cerveau dont on ne se sert pas. Je ne sais pas, mais qu'on aille vers quelque chose qui est une forme logique dans le constat que l'on fait de cette économie qui, elle, est matérialiste et destructrice, et qui ne vise que le consommateur. Alors oui, j'ai rencontré des gens qui ont changé de métier, et ça renvoie à un petit livre d'une fille dont malheureusement j'oublie le nom, qui s'appelle « J'ai fait HEC et je m'en excuse ». Bon, c'est pas inintéressant comme titre. Et elle raconte, elle aussi, comment ses camarades de promotion ont pété les plombs à un moment donné. Alors moi, j'en ai autour de moi, comme ça, qui ont fini par faire des métiers plutôt artistiques. Mais le dernier en jeu, c'est pas Roger Després, qui, lui, à la Ferme du Bonheur, c'est un garçon qui est en formation continue aujourd'hui à l'école du paysage de Versailles, qui a donc une quarantaine d'années, puisqu'il se reforme. Il était trader, en gros. Hein. Donc il a accumulé de l'argent. Voilà. Et puis quand même, il a dit non. Quoi. Il a dit, mais c'est pas le seul exemple, il y en a plein. Hein, non. Et il a dit non, et puis il a cherché, et ça c'est assez beau, parce que ça rejoint le thème d'aujourd'hui, il a cherché autour de lui, mais qui est heureux autour de moi? Il a cherché qui est heureux. Et puis il ne trouvait pas. Il avait du mal, parce qu'il est dans un milieu où il y a des gens qui, semble-t-il, sont plutôt agités que heureux. Bon. Et puis il est allé quand même vers le sport, finalement, parce qu'il est sportif. Puis là, non, il a vu que ça tournait au fric. Bon, il y a l'agitation. Bon. Et puis, il cherchait. Et puis, finalement, il a dit, mais non, mais c'est ma mère, parce qu'elle est tout le temps dans son jardin. Et elle est heureuse. Et il a fait l'école du paysage. C'est extraordinaire. Et il fait son jardin. Alors, je ne sais pas s'il va être heureux, mais j'espère pour lui. Gilles Clément, merci beaucoup. On va peut-être proposer à vous, public, de poser vos questions, si vous en avez. Oui. Est-ce qu'on a un micro ? Alors, il y avait le monsieur. Oui, bonjour. Christian Tamisier, je suis aussi enseignant à l'école du paysage et je remercie vraiment Gilles pour cette merveilleuse leçon de vie et de bonheur. Et ça m'évoque en fait ce qu'on a vu avant-hier avec Edgar Morin qui expliquait que pendant la guerre, alors qu'il y avait le nazisme, la résistance, la douleur, etc., il était heureux et les gens étaient heureux dans l'adversité. Alors, moi, je me souviens, Gilles, que tu étais venu faire une conférence aux étudiants ici à Marseille. Alors, j'en profite pour dire aux Marseillais qui ne le sauraient pas que l'école du paysage de Versailles a une filiale, en quelque sorte, à Marseille, qui est la même école. Bon. Donc, Gilles Clément, son enseignement a diffusé auprès de beaucoup de nombreux profs de paysages qui se sont implantés à Marseille suite à une initiative qui a été prise par un petit groupe. Et quand tu étais venu faire cette conférence, tu avais évoqué 2 ouvrages, c'était il y a presque une dizaine d'années, que tu avais recommandé aux étudiants. C'était, alors tu viens d'en parler à l'instant d'ailleurs, le bouquin d'Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète, avec cette comparaison des classes sociales supérieures, etc. Mais aussi le projet local d'Alberto Maniaghi. Voilà. Et donc en fait, moi j'aimerais peut-être, bien que tu l'aies largement évoqué en filigrane, la réponse à ma question, que tu approfondisses un petit peu la convergence qu'il y a entre ta pensée et celle de Maniaghi au niveau de la question du territoire, parce que tu as parlé du jardin enclos, du paysage, mais beaucoup moins du territoire, et donc la question de l'état du monde et des transitions. Moi, j'apprécie tes positionnements radicaux, personnellement. Mais puisqu'on est à une école du paysage à Marseille comme à Versailles, on est dans un contexte, et là, on est avec des étudiants en sciences politiques qui, elles-mêmes, ont posé cette question du rapport du jardin, de la société, etc. Voilà. Et donc, à Marseille, c'est vrai que ton héritage est repris en compte,
mais aussi cette approche territorialiste des Italiens comme Maniaghi, qui eux aussi appellent l'environnement ambiente. Ok, alors, merci. Voilà. Et donc, on va peut-être laisser Gilles Clément répondre à la question. Voilà, si tu veux, là tu as un positionnement très personnel que tout le monde apprécie infiniment, mais c'est vrai qu'on est dans une logique d'école, de transmission et de métier, et qu'il y a toutes sortes de perturbations, je ne sais pas comment dire, à tous les niveaux. Bon, et voilà, cette question du territoire et des échelles locales, puisque dans les deux bouquins de Maniaghi... Merci beaucoup, merci. Dans le premier... Gilles Clément, il y a le mot local, et dans le second, il y a le mot région. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Alors, pour répondre à cette question, récemment, j'ai travaillé avec Coloco et Alberto Maniaghi dans le cadre d'une étude qui s'appelle les 55 000 hectares, c'est pas rien, hein, à Bordeaux, donc c'est la communauté urbaine. Et cette étude commence sur ma proposition d'ailleurs, mais je dirais aussi en accord avec la pensée de Maniaghi, sur la préséance du vivant. Ça veut dire que pour établir un plan territorial, justement, le territoire, c'est l'espace où les humains ou bien les animaux marquent leur espace, vivent. Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec le vivant, nous, en l'occurrence là. On est dans la ville, dans la périphérie de la ville. Sinon, on pourrait se passer de ce mot. On pourrait ne pas utiliser le mot territoire. Mais là, il est très, très juste. Ça consiste finalement, comme porte d'entrée sur le développement urbanistique, à dire on regarde ce qui permet la vie avant de dire ce qui permet la communication rapide, lente, ferrée, voirie, autoroute, croisement, je ne sais pas, les commodités de ci, de ça, c'est-à-dire l'aspect fonctionnel. On le met de côté. On l'intégrera après. On dit d'abord qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui peut vivre là, les plantes, les animaux, les humains, au mieux, de la meilleure façon. Et ça s'appelle la biorégion. C'est le terme que j'emprunte là à Maniaghi, mais évidemment, ça peut ne pas être une région, ça peut être une échelle plus petite, plus modeste, ce n'est pas la question. En tout cas, le dessin qui va en résulter sera un dessin assez différent de celui qu'on établit jusque-là, parce qu'il est commandé par tout à fait d'autres préséances, d'autres urgences. Et nous avons mis le vivant en urgence. Alors, ça donne lieu à un plan avec des détails, des zooms un peu particuliers qui seront ou qui ne seront pas, passeront pas, on ne sait pas, à exécution, puisque ça n'est qu'une étude. Mais c'est une étude qui, jusqu'à présent, enfin, on ne faisait pas les études, disons, d'urbanisme du tout de cette façon-là. Sera-t-on écouté ou pas? Je ne sais pas, mais c'est pour parler de Maniaghi et de nous, c'est sur ce terrain avec Coloco que nous travaillons. Et d'autres, par exemple Wagon qui est ici avec Mathieu Gontier, des gens que je reconnais. Bon voilà, donc la préséance du vivant, c'est très important. On la remet en discussion sur une manière de gérer plus que d'étendre la ville à Lyon, sur une manière de voir la trame bleue et verte à Saint-Étienne, etc., même à Montpellier. Et ça débouche sur des propositions qui sont, si on parle de point de vue un tout petit peu plus concret, il y a des endroits où on va vraiment faire un aménagement, il y a des endroits qu'on va même construire. On va dire voilà où on pourrait construire sans que ce soit une gêne pour le vivant dans son ensemble. Voilà où on pourrait faire les voies de circulation pour les mêmes raisons, etc. Et voilà un espace où, au contraire, on va le maintenir avec beaucoup de précautions en production vivrière, quelle que soit l'échelle, et en bio, bien entendu, avec une distribution locale. Et enfin, voilà des endroits où on ne fera rien. Tiers paysage, on ne fera rien. Parce qu'il est très urgent, là, de ne rien faire. Et on dit pourquoi. Et là, le tiers paysage devient un argument politique et à la disposition, disons, du politique. Voilà, en gros, si je réponds à cette question-là. Est-ce qu'on a une autre question ?
une question. Oui. Oui, bonsoir. Juste une petite question, peut-être pour revenir à la question qui est écrite là sur l'écran, justement, sur la question du bonheur et quel bonheur. Dans la réponse que vous venez d'apporter, je vois que vous êtes aussi dans des débats qui tentent de faire projet, dans un jardin ou sur un territoire, qu'importe. Mais sur la question du bonheur, je voulais savoir, parce qu'on aborde du coup forcément la question sensible, la question des émotions, que ce soit en faisant un projet de paysage ou quand on réfléchit sur la question du bonheur. Personnellement, moi, ça alimente à la fois des sentiments de nostalgie et en même temps des sentiments d'enthousiasme. C'est-à-dire, vous avez eu un peu des propos politiques un peu alternatifs, vous avez parlé d'alternatives ambiantes, etc. On a vu un film qui est assez nostalgique sur des souvenirs d'été. Finalement, lorsqu'on vous offre un espace de créativité et que vous tentez de rassembler le bonheur de chacun sur des idées de partage, quels sont les sentiments et les émotions lorsque vous arpentez les divers paysages dans vos voyages qui chez vous alimentent cette créativité en fait? On va peut-être prendre en même temps la question de monsieur. Et vous y répondrez. Si, allez-y. Je la pose maintenant alors. Ouais. Bon, moi je suis convaincu que le bonheur n'est pas forcément dans le pré. J'aimerais que le bonheur soit en ville et je ne le trouve pas. Voilà. Je viens de rencontrer des gens dans le 6e arrondissement à Marseille, ici, qui ce soir ont décidé d'occuper un jardin qui est à moitié dévasté. Tous les arbres ont été coupés. C'est le square Michel Lévy, rue Perrin-Solier, à l'angle de la rue Lodi et rue Perrin-Solier, Pierre-Laurent. Et les riverains n'ont pas compris pourquoi, pour densifier la ville, il fallait mettre un immeuble sur le parc. Certains ont dit qu'il faudrait mettre des immeubles autour du parc. Et voilà, donc la ville est triste quand même en ce moment. Et j'ai beaucoup d'émotions à en parler parce que ce sont des gens de plusieurs générations. Il y a des gens âgés, des gens très jeunes. Ils tenaient à ce parc, il n'y avait quasiment rien, c'était moche, excusez-moi. Il y avait un cyprès, 18 platanes, 3 qui étaient malades, qui pouvaient être remplacés. Et un véritable micopoulier de Provence. Et une vie qui s'organisait comme ça, à la sortie des écoles. On mène le gamin 10 minutes dans le parc, puis on rentre à la maison, on est passé à la boulangerie. Et je me dis, est-ce que le bonheur, c'est pas ces tout petits riens, plutôt que ces grands parcs gigantesques qu'on nous vend, et ça fait une véritable carte postale, pas seulement à Marseille, hein, mais dans toutes les grandes villes, on voit quand on fait des projets bien vendus avec des images d'urbanistes, on voit des grands parcs, des espèces de Central Park. Est-ce que le bonheur, c'est pas ces tout petits riens, pouvoir simplement sortir chez soi, promener le chien, excusez, c'est idiot, mais promener le gamin, acheter son pain, des rapports de proximité, prendre ses légumes à la map, on parlait de proximité, je pense que ça en fait partie. Voilà, je le répète, voilà. Est-ce que c'est dans le pré, est-ce que c'est en ville, et à quelles conditions? Bon, c'est difficile de répondre aux deux questions, je vais les séparer quand même. Même si elles sont liées, moi non plus, je ne crois pas du tout que le bonheur soit dans le pré, quoi. C'est la queue du chien, hein, il n'est pas forcément dans le pré, quoi. Mais il y a quelque chose à voir avec cet environnement de nature qui nous apaise quand même, ou qui nous rassure, ou je ne sais pas trop quoi, qui est en tout cas hors du contexte de l'activité d'obligation, de l'intendance, du travail. On est dehors et on fait en effet autre chose. C'est une forme d'espace de liberté. Et dans ce cas-là, moi j'ai beaucoup apprécié les villes de Sarajevo et de Valparaiso et de Santiago du Chili à cause des chiens sans laisse en groupe qui sont là et qui donnent un sentiment de liberté. Et chaque fois que je reviens aux chiens, excusez-moi, que j'ai posé la question dans ces villes, on m'a dit oui, le maire veut les éradiquer, ils sont malades, ils vont transmettre la maladie aux chiens qui sont des chiens officiels, enfin, je sais pas quoi, et tout le monde s'y est opposé.
Tout le monde s'est opposé. Et à Santiago, oui, à Santiago, c'est ça, Santiago du Chili, 8 jours avant que je passe, il y avait une grève parce que la population avait bloqué les rues, quoi, pour empêcher qu'on enlève les chiens libres. Parce que, alors, ce sont des chiens qui n'appartiennent à personne, absolument à personne, mais ils sont à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on ne peut pas toucher à ces chiens. Ils parlent avec les uns avec les autres. Les chiens connaissent les flics, ils jouent avec. C'est tout à fait particulier. Moi, je n'ai pas vu ça dans beaucoup d'endroits. Mais on ne peut pas y toucher. Mais ils n'appartiennent à personne en particulier. Donc c'est une sorte de communauté collective qui rend les gens heureux, parce que sinon, ils ne se comporteraient pas de cette façon-là. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément dans le pré. Oui, c'est autre chose. C'est pas forcément le jardin, mais quand même, ça facilite et ça aide beaucoup. Pour répondre plutôt à l'autre question qui est finalement plus liée à l'émotivité, à la sensibilité personnelle, etc., moi je dirais, pour prendre une image comme ça, assez globale, que je ne crois pas avoir rencontré d'artisans malheureux. Ça veut dire que dans l'activité de l'artisan, et ça rejoint un peu la vie du Balinais dans son quotidien, il y a une part de créativité. Il est invité à faire quelque chose qui est plus ou moins de l'art, mais enfin toujours plus ou moins artistique quand même, parce qu'il travaille avec ses mains et à sa pensée, et qui va faire un arrangement. Et peu importe ce qu'il fait, ça peut être du pain, comme ça peut être un panier, une chaussure, c'est un artisan. Ça n'est pas un robot. Ça n'est pas un robot. C'est quelqu'un qui sort de son ordinateur, de son écran, qui n'est pas un outil, qui n'est pas de Chaplin, qui n'est pas mécanisé, qui a accès à son autonomie, à sa propre pensée. C'est-à-dire qu'il est arrivé, peut-être, lui, dans sa vie, à quelque chose qui est le connais-toi toi-même. Pour arriver à un équilibre, parce que le bonheur, c'est un trop gros mot, mais un équilibre. Le connais-toi toi-même, c'est un truc incroyable. On ne se penche pas assez dessus. On oblige les enfants, les étudiants à faire des trucs assez équivalents tous. Mais ils sont tous différents. Pourquoi est-ce qu'ils feraient tous la même chose et de façon pareille? C'est impossible. Si eux arrivent à comprendre qui ils sont, ils font quelque chose qui leur convient. Et à ce moment-là, ils sont équilibrés. Après, ils peuvent aussi être heureux. C'est mieux, bien sûr. Mais enfin, on ne peut pas être heureux, je dirais, parce que c'est un mot qui touche à des choses si profondes parfois, on ne sait pas trop qu'est-ce que même on met derrière. Mais ne serait-ce qu'équilibré, ça peut conduire plus facilement au bonheur, sans doute, mais c'est déjà pas mal, quoi. Et je dis ça pour l'artisan, parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait dans l'acte de faire quelque chose qui soit dans la nostalgie. La nostalgie, c'est pas mal, ça peut être poétique même, mais c'est pas dynamique. Et le créateur, lui, parce que l'artisan, il est toujours un créateur, il est toujours dans un processus dynamique. Et ça, c'est bien, quoi. Donc, voilà mes réponses là-dessus. Et sinon, pardon, j'ai pas fini. Ce mouvement à Marseille, que j'ai découvert il y a quelques heures, je ne connaissais pas, il est très intéressant et très important parce qu'il provient de la population qui ils descendent, ou pas dans la rue, je crois que oui, en disant non, on ne veut pas que vous fassiez ça. Parce que nous, ce qui nous convient, c'est tout à fait autre chose, et on fait une autre proposition, c'est-à-dire qu'ils forcent le processus démocratique quand même. Là, on est obligé de réfléchir. Le politique, il doit s'interroger quand même. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne prend pas en compte les gens qui vivent là. Ça, c'est grave. Et ça va avec un mouvement assez général. Il n'y aurait pas Sivens, Notre-Dame-des-Landes et les autres ZAD. Donc il se passe effectivement quelque chose. Des gens qui disent, écoutez, arrêtez. Vos modèles, là, vos machins qui vont rapporter du fric aux avionneurs et à Vinci ou à ceux qui font le maïs et puis à personne d'autre, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et c'est la phrase de ce politique qui travaille avec Morales et qui dit
L'alternative aujourd'hui, c'est faire de l'argent ou vivre. Ça, c'est un résumé. Voilà un résumé. C'est fort. Et il ajoute, nous avons choisi de vivre. Bon, ben les gens qui se rebellent aujourd'hui, ils disent, nous avons choisi de vivre. On va prendre une autre question. Désolée. Oui, bonsoir, Monsieur Clément. 3 petits messages beaucoup plus simples de ma petite fille qui a 12 ans. D'abord, elle m'a dit, tu as bien fait d'aller voir ce monsieur, pose-lui une question. Je vais vous poser la question. Son problème existentialiste, comment faire pour tuer les chenilles processionnaires? Très important. Voilà. Petit message aussi pour vous. Ah, il est pas mal ce monsieur, mais il faudrait qu'il fasse une BD. C'est gentil, c'est de la part de ma petite fille. Oui, c'est très gentil. C'est une petite fille qui est très curieuse, qui a 12 ans, et on parlait d'émotion, et je pense qu'il y a beaucoup de petits-enfants, 10, 12 ans, qui, par la transmission des papis, des mamies, des parents, enfin bref, commencent à prendre conscience que le jardin, c'est bien. C'est très bien. Alors, moi, je n'ai pas fait de BD, mais il y a un garçon qui s'appelle Vincent Gravé, qui a fait un livre qui s'appelle Les Vagabondes, le Jardin des Vagabondes, et qui va dans les jardins que j'ai faits. Et il me met en scène. C'est assez bizarre. Lui, il apparaît en chat, une tête de chat. Voilà. C'est assez sympathique. Et il met d'autres personnages en scène pour discuter, en fait. Donc, vous pouvez le dire à votre fille. Alors ça, là je suis très embarrassé parce que c'est difficile, la question de ça, que moi je ne préconiserai jamais, évidemment, les poisons. Donc je dis qu'il y a toujours des réponses à ça, il y a toujours des moments où ça s'arrête, ces manifestations, les chenilles, elles ne vivent pas toute l'année. Donc je continuerai à dire faisons avec et pas contre, en attendant de trouver une méthode qui soit de la lutte biologique correcte. Oui. Des mésanges, oui, les oiseaux, oui, bien sûr. Aujourd'hui, là, j'ai appris hier d'ailleurs que le frelon asiatique, la chenille processionnaire, elle était là avant, elle est presque indigène. Le frelon asiatique, il vient d'arriver. Ben, finalement, les poules savent s'en servir là, parce que le frelon asiatique a un vol stationnaire et les poules les observent. Hop, toc, pas mal ça. Donc, il faut avoir des poules dans son rucher. Donc, je vous le dis pour le cas où. Pour la chenille, je ne sais pas encore. Malheureusement, vous le direz, je ne sais pas encore. Les mésanges. Ah non, mais non. Bien sûr qu'il ne faut pas, parce que vous ne tuerez pas que la chenille. Et si vous voulez continuer à voir autre chose et à vivre par conséquent, non, il ne faut pas. Merci. Alors, on va prendre une dernière question. La dame devant, voilà. Bonjour. Moi, j'avais visité l'an dernier la friche de l'hôpital Salvatore et celui de l'hôpital Sainte-Marguerite. Et un peu plus fort, s'il vous plaît. C'était un grand espoir pour les patients, pour le personnel de l'hôpital. Et j'ai été très attristée d'apprendre que c'était en panne. Pourquoi est-ce que c'est en panne ? C'est en panne parce qu'il y a eu une panne de budget, il y a eu un retrait de certains financeurs privés, d'ailleurs. Parce qu'il y avait des mécènes, en fait. Donc c'est un peu dommage. Et Marcel Ruffo aussi est parti pour d'autres raisons, qui s'en tiennent à lui, à sa profession. Mais ce n'est pas définitivement en panne. Il y a des choses aussi qui sont pas terminées, notamment sur l'esplanade. Bref, c'est des choses qui peuvent être reprises sans difficulté et remises. Le parc est toujours là. Il n'est pas remis entre les mains des promoteurs immobiliers, ne vous inquiétez pas. Mais le programme n'est pas du tout abouti. Ça viendra. Oui. C'est à l'extérieur. Ça existe ailleurs. Ah oui. Oui. Oui, bien sûr.
Donc, écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus ce soir et d'avoir appris un peu de la sagesse du jardinier. On a vraiment été très heureuse de présenter cette conférence et ça s'est passé exactement comme on l'avait imaginé et rêvé. Bon, peut-être que des fois vous avez un peu anticipé sur nos questions, mais en tout cas, merci encore à tous. Et on vous donne rendez-vous, si vous en avez encore envie, vendredi prochain. Et après, jeudi prochain, le 29, et vendredi aussi. Et jeudi, ce sera en présence du psychanalyste Roland Gori. Et les personnes qui le questionneront essaieront de se pencher sur la recherche d'un bonheur qui serait perdu. Donc nous vous attendons et nous espérons vous revoir. Au revoir.